Alors, je discutais avec une amie médium guérisseuse tout récemment qui me disait, mais finalement, j'en ai assez qu'on parle de médecine alternative et complémentaire. Finalement, pourquoi est-ce que ces pratiques ne seraient pas la médecine et que la biomédecine ne serait pas la médecine alternative? Alors, je trouvais son emportement mignon, mais il n'en reste pas moins que, comment dirais-je, tant la biomédecine que les pratiques alternatives de santé constituent un univers qui est celui des pratiques de santé. Et c'est vrai que le modèle médical a connu des fluctuations de notoriété, de popularité et de crédibilité extrêmement fortes en Occident. On n'a pas tellement le recul pour le mesurer en général, mais il faut se souvenir qu'avant 1940, la médecine est très mal considérée en Occident, parce qu'elle n'est pas très efficace, hein. Elle n'a pas vraiment de pouvoir d'agir. En fait, il y a deux seuils qui ont mis la médecine dans la position dominante dans laquelle elle est aujourd'hui. La première, c'est la découverte, l'invention de la seringue hypodermique dans les années 1870. Et comme on avait déjà isolé la morphine et l'héroïne, ça a donné une possibilité d'intervenir sur la douleur, qui a été en fait une espèce de révolution culturelle invraisemblable. Jusque-là, on n'avait pas vraiment de maîtrise de la douleur, un petit peu à travers le laudanum, enfin des teintures d'opium ou des trucs comme ça, mais ce n'était pas très efficace. Et puis on était quand même dans un univers encore très façonné par le christianisme, où la souffrance était une voie de rédemption et finalement dépendait de Dieu. Et si Dieu voulait qu'on souffre, eh ben, il n'y avait plus qu'à souffrir et puis faire avec. Et puis tout d'un coup, ces bons médecins qui jusque-là sont considérés comme des charlatans épouvantables, je veux dire, hein, c'est vraiment l'imaginaire du médecin de Molière ou de Jules Renard qui prévaut dans l'imaginaire collectif. Pour le dire autrement, jusque-là, on ne s'adresse au médecin qu'en tout dernier recours, quand vraiment il n'y a plus aucun espoir, et en se disant que de toute manière, il n'aura rien de satisfaisant à disposition. Et puis, seringue hypodermique, maîtrise de la douleur, tout d'un coup, l'être humain, et ça fait partie de tout ce mouvement de progrès du 19e siècle, très fécond sur le plan imaginaire, acquiert un pouvoir de maîtriser la douleur. Ça bouleverse complètement notre vision du monde. Et puis en 1940, découverte des antibiotiques, là, la médecine commence à devenir sérieuse. Et donc, alors que les populations, pour leur santé, ne s'adressaient qu'en dernier recours à la médecine devient progressivement, j'ai envie de dire, un dispositif de premier recours, mais les gens continuent à aller voir ailleurs aussi. Donc ce qu'on observe dans les trajectoires de santé individuelles, c'est en fait un métissage où les gens, selon leurs convictions, selon leurs besoins, selon leur milieu socio-culturel, s'adressent tantôt à la médecine, tantôt à d'autres pratiques de santé. Pour des gens très formatés par l'idéologie scientiste, souvent c'est le médecin le premier recours systématiquement, puis si ce qu'il propose n'est pas satisfaisant, à ce moment-là, sur la suggestion d'un ami ou d'un membre de la famille, on va peut-être aller voir quelqu'un d'autre. Vous avez à l'autre échelle du prisme des gens qui cherchent à tout prix à éviter la médecine et qui vont se priver même de s'y adresser. Et puis des gens qui vont d'abord essayer autre chose, puis si ça ne marche pas, ils vont... Enfin, on a vraiment tous les cas de figure. On peut observer aujourd'hui tous ces cas de figure différents, mais de nouveau avec un très grand métissage, c'est-à-dire que les gens s'adressent aujourd'hui très ouvertement à des recours différents. Et effectivement, pour revenir à cette parole de mon ami médium guérisseuse, ce sont toutes des pratiques de santé. La biomédecine en est une parmi d'autres. Elle a ses avantages et ses inconvénients, ses pouvoirs d'agir et ses limites, comme chacune d'entre elles.